Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. C'est le débat de ce Smart Impact. Je vous présente mes invités. Stéphanie Lumbers, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice du développement durable à la Fédération des entreprises de la beauté. Maxime Vica, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, directeur au sein des équipes Capgemini Invent et en charge de ce projet. On va l'analyse de la double matérialité sectorielle dans le secteur de la cosmétique. Je vous ai dit ça, vous avez tous envie de fuir, mais vous allez voir, c'est hyper important. On continue évidemment de parler de reporting extra-financier de cette directive européenne CSRD, spécifiquement dans le secteur de la cosmétique. Fédération des entreprises de la beauté, vous représentez tout le secteur, combien d'entreprises? Expliquez-moi. On représente environ 350 entreprises, Oui. des très grands groupes multinationaux, mais aussi un grand nombre d'entreprises PME, ETI, voire TPE, Oui. qui représentent en fait tout l'écosystème de la cosmétique en France. Oui, alors quand je regarde le secteur de la cosmétique, j'ai trouvé ces chiffres, 7500 entreprises, 54 000 emplois et un chiffre d'affaires global de plus de 30 milliards d'euros. Et si on se place au niveau mondial, qu'est-ce que ça représente? C'est quoi le bilan carbone du secteur? Est-ce que ça a été évalué, ça? Parce qu'on est au cœur des enjeux du reporting extra-financier, de la double matérialité. Un aspect important, les émissions de carbone, c'est loin d'être le seul. C'est pas le seul, on est bien d'accord. Le principe, c'est d'ouvrir au-delà de la comptabilité carbone. Alors, on a fait une étude pour identifier les émissions des principaux postes. Et donc, on a fait, c'est disponible sur le site de la FEBA d'ailleurs, donc cette cartographie. On n'a pas réussi, à cause de la complexité vraiment de tout l'univers cosmétique, de vraiment identifier les émissions totales, parce qu'il faudrait avoir plus d'informations sur les consommations dans différents pays. Donc on n'a pas ce chiffre, mais en revanche, on connaît bien nos postes. Et donc c'est ce qui permet ensuite d'établir des plans de décarbonation. Ça, c'est intéressant. Les postes les plus importants et donc les leviers les plus efficaces, exactement. Quels sont-ils? Alors, il y a un premier aspect qui n'est pas facile à appréhender, c'est celui lié à la consommation des produits eux-mêmes, l'eau chaude de la salle de bain. Ouais. Qui est vraiment un des premiers postes d'émission. Pas évident pour les entreprises d'agir là-dessus. Ensuite, il y a beaucoup de choses sur les achats, et c'est vraiment là qu'on va pouvoir agir. Achat de matières premières, achat des matériaux d'emballage, le transport. Ça va être ça les principaux enjeux. Alors, on va donc rentrer dans le détail de ce reporting extra-financier, cette directive européenne CSRD qui a commencé à s'appliquer dans les plus grandes entreprises au 1er janvier de cette année. Comment vous intervenez? Quelle mission vous menez auprès du secteur des cosmétiques aujourd'hui? Alors, globalement, on accompagne nous tous les secteurs d'activité, toutes les entreprises, quelle que soit leur industrie, pour mener à bien leur mise en conformité à cette nouvelle directive CSRD qui est extrêmement ambitieuse, de bout en bout, c'est-à-dire depuis les étapes préliminaires, comme on a pu le faire ici. Donc là, c'était l'analyse de la double matérialité, qui est une des étapes clés qui démarre, qui initie presque le chemin vers cette mise en conformité CSRD. Et après, pour des acteurs de la cosmétique ou autres, on va jusqu'à la rédaction de ce fameux rapport, jusqu'à son industrialisation, sa digitalisation. Aujourd'hui, on commence à poser déjà les briques digitales, technologiques pour accélérer cette mise en conformité qui sera un processus lourd car annualisé. Et donc, autant l'automatiser autant que possible. Aujourd'hui. Quels sont les défis que vous avez à relever quand on se dit « Ok, je suis une entreprise du secteur des cosmétiques, il faut que je me mette en conformité à la nouvelle directive européenne ». Alors, il y a plusieurs enjeux auxquels les entreprises sont confrontées, alors dans la cosmétique en particulier aussi. Il y a tout d'abord la richesse, la diversité extrême du nombre d'indicateurs qu'il y a à collecter, à capter, et ce sur toute sa chaîne de valeur, pas uniquement aux bornes de son entreprise, sur des problématiques environnementales, sociales, de gouvernance. Donc le champ, je dirais, thématique fonctionnelle est extrêmement vaste. Donc ça, c'est la première complexité. Aujourd'hui, ces données-là sont captées souvent par des processus très manuels, parfois artisanaux, encore, qu'on se le dise. Et donc, voilà, il y a poser déjà un plan qui soit très structuré pour capter ces données. Et le deuxième obstacle qu'on observe, c'est l'alignement organisationnel, puisqu'en fait, on se rend compte que là où le sujet de la durabilité était beaucoup traité par les équipes RSE, historiquement, aujourd'hui, il devient de plus en plus un sujet financier, de compliance, réglementaire, juridique même. Et donc, il y a de plus en plus d'acteurs au sein des organisations qui sont en charge et qui ont la responsabilité. Donc, il s'agit de les aligner. Donc, c'est aussi notre rôle
d'accompagner les entreprises. Et donc, cette analyse qui est effectuée, c'est quoi pour les entreprises que vous représentez? Un peu comme une boussole, comment vous l'imaginez? C'est un petit peu ça. En fait, on a souhaité, en tant que fédération, apporter des outils pour accompagner nos entreprises à relever ce défi qui est quand même immense. Hein. C'est une directive qui est extrêmement ambitieuse. Donc, on a réfléchi à comment est-ce qu'on peut les aider. Et dans la mesure où l'analyse de matérialité, c'est vraiment la pierre angulaire, le socle de ce reporting, il nous a semblé que ça serait déjà quelque chose à proposer que de faire cette analyse collective. Il y a à la fois, pour les entreprises qui ont participé, ça a eu des vertus, ne serait-ce que pédagogiques, passer de quelque chose qui est quand même assez compliqué, peut-être abstrait, à concrètement à quoi ressemble cette analyse de matérialité. Donc ça, c'était une première chose. Et ensuite, les résultats permettent de confronter les points de vue. Même pour ceux qui avaient déjà beaucoup avancé dans le processus, le fait de pouvoir échanger sur tel ou tel aspect était quand même très riche. Et enfin, en tant que fédération, ce qui est intéressant, c'est aussi de partir de ce résultat pour identifier quels sont les enjeux les plus importants pour notre secteur et ensuite dérouler des plans d'action collectifs. Est-ce qu'il y a des contraintes spécifiques au secteur des cosmétiques face à ce défi de la directive européenne? Des contraintes peut-être pas, mais Maxime l'évoquait, on a un secteur qui est quand même très exposé à tous ces enjeux RSE parce que on dépend de commodités agricoles, on va travailler on dépend beaucoup de l'eau, les émissions de carbone évidemment comme tout le monde. Donc finalement l'analyse a montré que quasiment tous les enjeux sont dits matériels. Matériel étant ici dans le cadre de la CSRD synonyme de important. Et donc sur beaucoup de choses, les entreprises vont ensuite devoir décliner des plans d'action et des indicateurs pour à la fois réduire leurs impacts et pour se préparer à prendre en compte les risques aussi que tous ces enjeux font peser sur leurs activités. Oui, effectivement, parce que c'est aussi une façon d'anticiper les conséquences du réchauffement climatique sur sa propre activité. C'est aussi à ça que sert la conformité et la mise en conformité à cette directive. On l'a déjà dit dans l'émission, mais moi j'adore faire de la pédagogie. On va rappeler ce qu'est cette logique de double matérialité, Maxime Vicard. Alors on peut en parler en effet. Donc c'est une des premières étapes absolument critiques et fondamentales pour la mise en conformité à la CSRD, qui en fait, si je le dis en termes très simples, va servir à identifier quel est le périmètre de reporting sur lequel l'entreprise va devoir se positionner et donc générer des indicateurs qui soient qualitatifs ou quantitatifs. Et donc, on va lister toutes les problématiques environnementales, sociales et de gouvernance auxquelles l'entreprise peut être exposée. Et ensuite, qualifier quelle est la sévérité ou la probabilité que ce risque ou cette opportunité peut représenter pour cette entreprise donnée. Et donc, finalement, c'est grâce à cette approche-là qu'on sait dire ensuite quels sont les indicateurs spécifique à cette entreprise qu'elle va devoir publier et reporter demain. Pourquoi on parle de double matérialité? Alors, double matérialité, j'y viens en effet. On parle de matérialité d'impact d'un côté et de matérialité financière de l'autre. La matérialité d'impact, c'est quel est l'impact que l'entreprise va avoir sur son écosystème, à la fois environnemental, social et gouvernance. Et à l'inverse, la matérialité financière, c'est quels sont les impacts que l'environnement dans son ensemble va avoir sur l'entreprise et surtout le traduire en chiffres et en impact financier. Et c'est là aussi la complexité de la CSRD et ce qui va intéresser les investisseurs et la société civile. Et ce qui permet aussi de se comparer. Ce n'est pas seulement un outil de comparaison, mais c'est aussi un outil de comparaison, Stéphanie Loumers. Et ça, c'est intéressant. Oui, absolument. C'est vraiment important de pouvoir partager un espèce de corps d'indicateurs et de plans d'action. C'est une des forces de la CSRD, c'est vraiment de normer d'une certaine façon pour que les reportings soient, comme vous disiez, comparables entre eux, comparables dans le temps aussi, suivis dans la durée. Ça aussi, c'est important, pas changer d'indicateur d'une année à l'autre. Et c'est vraiment donc extrêmement structurant dans les politiques RSE, mais aussi plus généralement dans les politiques d'entreprise. Parce qu'une des grandes forces de la CSRD, c'est quand même que la RSE devient un élément vraiment de la gestion des entreprises, et alors que les choses étaient un peu en parallèle précédemment. Est-ce que c'est un peu comme un nouveau langage à apprendre pour vous ? Oui, c'est une bonne analogie. Et comme toute nouvelle langue, quand on ouvre le cahier de texte le premier jour d'école, c'est pas du tout évident. Il y a tout un jargon extrêmement spécifique. Et justement, les travaux qu'on a pu mener ensemble là pour les secteurs, pour les entreprises de la cosmétique, c'était aussi de décrypter tout ce jargon et de décrypter tous les enjeux et en quoi ils sont pertinents pour le secteur de la cosmétique. Et alors, si on est très concret, comment les
les entreprises du secteur, peut-être pas les plus grosses, mais des petites entreprises du secteur de la cosmétique peuvent utiliser votre étude, votre analyse? Alors, bon, ça va leur permettre déjà d'éviter le syndrome de la page blanche, parce qu'en effet, on en revient à l'analogie là, du Scolaire. Ouais. C'est pour elles une première étude qui leur permet d'identifier quels sont, à l'échelle de leur industrie, de la filière, finalement, les principaux risques, les principales opportunités sur lesquelles elles peuvent s'appuyer, elles, pour aller les adapter et se poser la question de est-ce que leur organisation est exposée aux mêmes risques ou peuvent bénéficier des mêmes opportunités. Et donc, calquer et surtout ensuite adapter le fruit de ces travaux-là. Et j'insiste aussi, il n'y a pas que pour les petites entreprises que ce travail-là est intéressant. Pour les grosses entreprises aussi, celles qui ont déjà pu initier ce travail, ça les conforte quelque part, ça les rassure. Elles sont mieux outillées quand même pour s'attaquer à cet Everest de la CSRD. Elles le sont, mais elles sont toujours tout aussi intéressées par savoir comment leurs collègues, leurs pairs ont pu évaluer certains risques, certaines opportunités et aussi parfois éviter des erreurs de jugement. Et donc ça rassure encore une fois, même quand on est un mastodonte de la cosmétique. Comment l'industrie de la cosmétique se transforme Alors, il y a beaucoup d'enjeux, on l'a compris dans la CSRD, il y a des enjeux de gouvernance, il y a des enjeux environnementaux. Je vais rester sur le secteur, l'impact environnemental. Comment le secteur se transforme? Alors, le secteur a déjà pris à bras-le-corps tous ces sujets-là. On a énormément de projets. Chaque entreprise, évidemment, mène ses plans d'action, cherche à se transformer, réduire l'impact au niveau des ressources, la consommation d'eau dans les produits, l'eau dans les opérations industrielles, les déchets. Donc tout cela est largement déjà mis en œuvre dans les entreprises, quelle que soit leur taille d'ailleurs. C'est pas qu'une question de taille d'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est aussi la volonté collective de travailler ensemble. Parce que les défis environnementaux et l'urgence environnementale est telle que si chacun suit son petit bonhomme de chemin dans son coin, ça risque de ne pas être assez rapide et pas assez efficace. Et donc on a beaucoup de projets collectifs autour de l'emballage, autour du réemploi de l'emballage, autour du sujet des matières premières. Donc c'est des entreprises concurrentes par ailleurs, travaillent ensemble sur ces objectifs. Ça ne cesse de me surprendre, mais positivement, notamment à travers la FEBA. On essaie de canaliser ces énergies et de mettre en œuvre ces projets mutualisés. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt. Il est disponible où sur le site de FEBA, c'est ça on a peut-être un patron ou une patronne de petite entreprise qui se dit tiens, mais je ne l'ai pas encore lu cette analyse. C'est le moment de la lire. Merci beaucoup, à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup, les startups éco-responsables à l'honneur.